Si vous avez grandi en France dans les années 70, il y avait sans doute une GS dans votre rue. Cette berline aux lignes fuyantes qui se soulevait doucement sur ses suspensions au démarrage, la Citroën de la classe moyenne, vendue à près de 2,5 millions d'exemplaires. Mais il en exista une version que presque personne n'a connue. Sous son capot ne battait aucun piston. Elle était mue par un moteur rotatif révolutionnaire fabriqué dans une usine géante bâtie pour en produire 1000 par jour. Citroën y avait misé son avenir tout entier. La maison avait survécu à la faillite de son fondateur, survécu à la guerre, survécu en inventant, décennie après décennie, des automobiles que le monde entier copiait. Et puis, quelques semaines après avoir dévoilé cette berline rotative, le prix du pétrole a quadruplé. Et le rêve s'est arrêté net. Comment le constructeur le plus audacieux de France en est-il venu à broyer ses propres voitures pour qu'il n'en reste presque rien ? Chapitre 1. Le quai de Javel, laboratoire de l'impossible. Il y a des entreprises qui fabriquent des automobiles. Et puis il y avait Citroën. Sur le quai de Javel, au bord de la Seine, dans l'ouest de Paris, s'était dressée au début du siècle une usine qui ne ressemblait à aucune autre. Elle avait d'abord tourné pour la guerre, des obus, par millions, sortis des chaînes d'un ingénieur nommé André Citroën, un homme qui avait compris avant les autres ce que Ford avait inventé de l'autre côté de l'Atlantique. Puis la paix était venue, et cet homme avait décidé que la France aussi aurait ses voitures pour tous. Il avait tout risqué. Il avait toujours tout risqué. C'est ce qui définit la maison Citroën dès sa naissance, et c'est ce qu'il faut comprendre pour comprendre le reste. Cette firme n'a jamais su faire les choses à moitié. En 1934, elle lance la traction avant, carrosserie tout acier, roue avant motrice, une automobile qui semble venir d'une décennie qui n'existe pas encore. En 1955, elle dévoile la DS, une berline à suspension hydropneumatique qui se soulève au démarrage comme une créature vivante, et le monde de l'automobile en reste muet. Citroën ne suivait pas la mode. Citroën fabriquait l'avenir et laissait les autres courir derrière. Mais il faut dire aussi la face sombre de cette audace. André Citroën, l'homme qui avait tout risqué, avait fini par tout perdre. La traction avant, magnifique, avait coûté si cher à développer qu'elle avait ruiné son créateur. En 1934, l'entreprise est en faillite. Et le principal créancier, celui qui reprend les clés de la maison, c'est le fabricant de pneumatiques de Clermont-Ferrand, Michelin. À partir de 1935, Citroën appartient à Michelin. Une famille prudente, discrète, dont le cœur de métier n'est pas la voiture mais le caoutchouc, et qui va laisser à ses ingénieurs une liberté rare. Trop rare, diront certains plus tard. Car voici le paradoxe qui va tout décider. Michelin possède Citroën, mais Michelin ne bride pas Citroën. Les ingénieurs du quai de Javel ont derrière eux un actionnaire riche et patient, et devant eux, un demi-siècle de tradition qui leur répète que le rôle de la maison est d'oser ce que personne d'autre n'ose. Vous mettez ensemble un trésor de guerre et une culture de l'impossible, et vous obtenez une machine à produire des merveilles. Vous obtenez aussi un jour la possibilité d'un désastre à la mesure de ces merveilles. Ce désastre a un nom que presque personne ne connaît aujourd'hui. Il a la forme d'une petite berline élégante, brune ou beige métallisée, dont le moteur ne contenait aucun piston. Il a la forme d'une usine géante, bâtie de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, pour produire 1000 moteurs par jour. Et à l'origine de tout cela, il y a un homme. Un dirigeant brillant, cultivé, obsédé par le futur, qui allait engager la plus vieille marque de l'audace française dans le Paris le plus ruineux de son histoire. Il s'appelait Pierre Berco. Chapitre 2. Pierre Berco et l'obsession du futur. Pour comprendre la catastrophe rotative, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a voulu. Et il faut résister à la tentation d'en faire un imbécile. Pierre Berco n'était pas un imbécile. C'était même exactement le contraire, et c'est là toute la tragédie. Entré chez Michelin en 1937, Berco avait été l'adjoint de Pierre Boulanger, la figure tutélaire de la Citroën d'après-guerre, l'homme de la 2 chevaux et de la DS. À la disparition de son mentor, Berco avait gravi les échelons pour prendre, en 1958, la direction générale de la marque. Il la garderait jusqu'en 1971. 13 années. 13 années pendant lesquelles un homme d'une intelligence rare,
féru de technique, cultivé, lecteur, mélomane, allait imprimer à Citroën sa vision personnelle du progrès. Et cette vision était grandiose. Berco ne voulait pas d'une firme qui gère son catalogue. Il voulait une firme qui invente le siècle suivant. Sous sa présidence, Citroën se lance dans 4 paris simultanés, chacun démesuré. Le rachat du constructeur italien Maserati en 1968 pour s'offrir un savoir-faire en moteur de haute performance. Le lancement de la SM, une somptueuse coupée de grand tourisme à moteur Maserati, aussi belle que dispendieuse. La construction d'une immense usine neuve à Aulnay-sous-Bois, au nord de Paris. Et le 4e pari, le plus fou, celui qui nous occupe, le moteur rotatif. Voilà le nœud de toute l'affaire. Un seul de ces paris aurait suffi à tendre les finances d'un constructeur. Berco les a menés tous les 4 en même temps. Et personne, au-dessus de lui, ne lui a dit d'arrêter à temps. Michelin, l'actionnaire prudent, regardait de loin, à Clermont-Ferrand, un patron génial dépenser des fortunes dans des projets qu'il ne comprenait pas toujours. La liberté qui avait fait la grandeur de Citroën devenait, sans garde-fou, une machine à creuser des gouffres. Il faut préciser un point de chronologie, parce qu'il compte pour la suite. Berco quitte la direction générale au début de l'année 1971. Son successeur à la présidence est François Rollier, un homme de la maison Michelin, cousin de François Michelin lui-même. Autrement dit, l'aventure rotative a été décidée et lancée par Berco, mais elle sera commercialisée, subie, puis liquidée par ceux qui viendront après lui. C'est souvent ainsi que finissent les grands rêves industriels. L'homme qui les allume n'est plus là quand il brûle la maison. Mais il y a quelque chose que l'on croit souvent, et qui est faux. On imagine que l'idée du moteur rotatif serait tombée sur Citroën comme une lubie soudaine des années 60. C'est inexact. L'obsession était bien plus ancienne, bien plus profonde. Il faut remonter aux années 30. À cette époque, un ingénieur au nom sonore, Dimitri Sansot de Lavaux, travaille sur un moteur à piston rotatif. Une machine sans les allers-retours des pistons classiques, plus douce, plus compacte, la promesse d'une révolution mécanique. Et qui le soutient dans cette quête ? Citroën, aux côtés de Renault et du ministère de l'Air. La France, entre les deux guerres, rêve déjà d'un moteur qui tournerait au lieu de battre. Le projet est abandonné après 3 ans, sans résultat exploitable. Mais l'idée, elle, ne meurt pas. Elle s'endort dans la mémoire de la maison. Comprenez bien ce que cela signifie. Quand Berco, 30 ans plus tard, entend parler d'un ingénieur allemand qui aurait réussi là où Sansot de Lavaux avait échoué, il ne découvre pas une nouveauté. Il retrouve un vieux rêve français. Il reprend une quête abandonnée par ses aînés. Et pour un homme comme lui, cultivé, orgueilleux du génie de sa maison, convaincu que Citroën a le devoir d'oser, ce n'est pas une décision commerciale. C'est presque une revanche. C'est le rendez-vous que la maison du quai de Javel avait manqué avant la guerre et qu'elle allait enfin, croyait-il, honorer. Il ne restait plus qu'à trouver l'homme qui avait fait tourner le moteur. Cet homme vivait de l'autre côté du Rhin. Il n'avait jamais eu de permis de conduire. Chapitre 3. Félix Wankel, le moteur d'un homme sans permis. L'histoire du moteur rotatif est indissociable de celle d'un personnage aussi improbable que son invention. Félix Wankel naît le 13 août 1902 à Lahr, dans le pays de Bade, en Allemagne. Son père, forestier, est tué pendant la Première Guerre mondiale. L'enfant grandit sans lui. Il n'ira pas à l'université. Il n'aura aucun diplôme d'ingénieur. C'est un autodidacte pur, un homme qui apprend la mécanique dans les livres et dans sa tête, et, détail que les moqueurs répéteront toute sa vie, il n'obtiendra jamais le permis de conduire à cause d'une myopie sévère. L'inventeur du moteur automobile le plus audacieux du siècle ne conduira jamais une automobile. Dès 1929, il dépose son premier brevet. Il a une idée fixe, supprimer le mouvement de va-et-vient du moteur classique. Dans un moteur à piston, l'énergie de l'explosion pousse un piston vers le bas, puis le piston doit remonter, s'arrêter, repartir, une danse violente d'accélération et de freinage, 1000 fois par minute, qui gaspille de l'énergie en vibration et en usure. Wankel veut un moteur où rien ne s'arrête jamais, où la combustion fait simplement tourner une pièce,
sans à-coups, sans retour en arrière. Un moteur qui tourne comme une turbine, mais avec la puissance d'un moteur à explosion. Il faut ici dire une chose, sobrement, parce qu'elle appartient à l'histoire et que l'occulter serait malhonnête. Félix Wankel fut membre du parti nazi et de plusieurs organisations antisémites avant et pendant la guerre. En 1945, il fut brièvement emprisonné par les autorités françaises d'occupation. Ce passé fait partie de l'homme. Il ne définit pas le moteur, mais il ne doit pas être passé sous silence par ceux qui racontent son moteur. C'est chez le constructeur NSU, à partir de 1951, que Wankel trouve enfin les moyens de concrétiser son idée. Et le 1er février 1957, pour la première fois, un moteur rotatif Wankel tourne sur un banc d'essai. Le rêve de 3 décennies devient une chose réelle, qui vibre à peine et qui produit de la puissance. Mais voici une nuance technique qui va peser lourd et que les enthousiastes préfèrent oublier. Le moteur qui tourne ce jour-là n'est pas tout à fait celui de Wankel. Sa conception originale, dite DKM, où l'ensemble tourne autour d'un axe fixe, était magnifique sur le papier, mais impossible à entretenir. Pour changer une bougie, il fallait démonter le moteur entier. C'est un autre ingénieur de NSU, Hans-Dieter Paschke, qui trouve la solution industrielle, le type KKM, où un rotor triangulaire tourne à l'intérieur d'un carter fixe. C'est cette version, plus modeste et plus pratique, qui deviendra le moteur de série. Wankel lui-même, dit-on, aurait maugréé que le moteur de NSU n'était pas le sien. La formule qui allait séduire Citroën n'était donc pas le chef-d'œuvre pur de l'inventeur, mais un compromis d'ingénieur. Un compromis qui portait déjà, dans son principe même, les germes de sa fragilité. NSU, pourtant, y croit totalement. Le 12 septembre 1963, au Salon de Francfort, la firme présente la Spider Wankel, la première automobile de série au monde équipée d'un moteur rotatif. Puis, en septembre 1967, elle frappe un grand coup, la RO 80. Une berline au dessin d'une modernité stupéfiante, signée Klaus Lüthe, à l'ingénierie confiée à Ewald Praxl, animée par un moteur birotor de 115 chevaux. La presse est en extase. La RO 80 est élue voiture de l'année 1968. Elle semble annoncer, à elle seule, la fin de l'ère du piston. Et c'est exactement le moment que choisit Citroën pour entrer en scène. Imaginez la séduction qu'exerce ce moteur sur un homme comme Berko. Il est d'une douceur exceptionnelle, sans vibration. Il offre un rapport puissance-poids remarquable. Il est compact. Il compte peu de pièces mobiles. Et surtout, argument décisif pour un constructeur français, dans un pays où l'impôt sur les automobiles dépend de la cylindrée, il délivre une grande puissance pour une petite cylindrée fiscale. Tout, absolument tout, désignait le rotatif comme le moteur de l'avenir. Tout, sauf un défaut que l'on préférait, pour l'instant, ne pas trop regarder. Il buvait beaucoup. Beaucoup trop. Mais en 1964, personne au quai de Javel ne voulait entendre cette réserve. On ne voyait que la turbine du futur. Et on tendait déjà la main aux Allemands. Chapitre 4. Comobile, Comotor et l'étrange affaire des cobayes. Le rapprochement fut d'abord discret, comme le sont souvent les grandes alliances industrielles avant qu'elles ne deviennent des pièges. En juin 1964, Citroën et NSU signent un accord de coopération technique. Une première société d'études communes est créée à Genève, sur terrain neutre, Comobile. Il s'agit encore de tâter le terrain, de partager les brevets, d'apprendre à travailler ensemble. Puis les choses s'accélèrent. Le 3 mai 1967, les deux constructeurs fondent au Luxembourg une véritable coentreprise, à part strictement égale, Comotor, compagnie européenne de construction de moteurs automobiles. Le nom dit tout de l'ambition. Il ne s'agit pas de bricoler un moteur, mais de construire l'Europe du moteur rotatif. Quelques jours plus tard, le 11 mai 1967, la licence Wankel est formellement acquise. Le pacte franco-allemand est scellé. Sur le papier, l'accord est brillant.
Deux firmes qui croient au même avenir, chacune apportant ses forces. NSU l'expérience du rotatif, Citroën le génie de la voiture et les moyens de Michelin. Mais un pacte à parts égales suppose que les deux partenaires tiennent debout. Et l'un des deux, sans que Citroën le sache encore vraiment, était déjà en train de vaciller. Avant de risquer un moteur rotatif dans une voiture vendue au public, Citroën, en bon héritier de sa culture d'ingénieur, décide de l'éprouver en conditions réelles. C'est l'une des idées les plus étranges, les plus astucieuses, et finalement les plus révélatrices de toute cette histoire. On l'appellera l'opération M35. En décembre 1969, Citroën présente un curieux petit coupé deux portes, dérivé de l'humble Ami 8, habillé par le carrossier Heulier, doté de la suspension hydropneumatique maison et, c'est là tout le sujet, d'un moteur comotor monorotor de 497,5 cm3, développant 49 chevaux. La voiture est assemblée à Rennes-la-Jeannet, mais elle n'est pas vendue. C'est là que l'affaire devient fascinante. Le M35 n'est pas mis en vente comme une automobile ordinaire. Il est confié à des clients fidèles de la marque, triés sur le volet, transformés en cobayes volontaires. Chaque conducteur s'engage à parcourir au minimum 30 000 km par an et à rendre compte de son expérience. Il paye pour cela une somme particulière d'environ 14 120 francs, proche du prix d'une D spéciale. Et sur la lunette arrière de chaque voiture, une pancarte prévient le monde. Ce prototype Citroën M35, équipé d'un moteur à piston rotatif, est soumis à un essai de longue durée entre les mains d'un client Citroën. Le moteur était si silencieux, si dépourvu du grondement rassurant d'un moteur classique, qu'une alarme sonnait à 7000 tours par minute pour empêcher le conducteur de le pousser sans s'en rendre compte. C'était de l'ingénierie honnête, patiente, méthodique. Citroën ne trichait pas. La marque voulait savoir. Et ce qu'elle apprit, elle le garda pour elle. Car voici le premier signe, discret, du drame à venir. 500 M35 étaient prévus. Seuls 267 furent construits. 6 en 1969, 212 en 1970, 49 en 1971. Et pour masquer l'échec du quota, la numérotation des exemplaires fut arrangée. Des sauts, des répétitions, un brouillard de chiffres destiné à faire croire à une production plus abondante qu'elle ne l'était. La fiabilité n'était pas au rendez-vous. Le moteur inquiétait. Et Citroën, redoutant une mauvaise presse, prit une décision qui, avec le recul, ressemble à une répétition générale de ce qui suivrait. La marque racheta la plupart des M35 à ses propres cobayes et les envoya à la casse. Retenez cette image. Des automobiles fabriquées par Citroën, confiées à des clients fidèles, puis reprises et détruites par Citroën pour qu'il n'en reste rien. Nous sommes en 1971. Le vrai désastre n'a pas encore commencé. Mais le geste, lui, est déjà là. Le réflexe d'une maison qui, plutôt que d'assumer une erreur au grand jour, préfère la faire disparaître. Aujourd'hui, il subsisterait environ 80 M35, dont une dizaine seulement en état de rouler. Quelques carrosseries vierges dorment encore au conservatoire Citroën, témoins muets d'une expérience que la marque aurait préféré oublier. Mais au début des années 70, Citroën n'oublie rien du tout. Au contraire, la maison va plus loin, plus fort, plus grand. Car pendant que les cobayes roulaient, une chose colossale sortait de terre, de l'autre côté de la frontière allemande. Chapitre 5. L'usine des 1000 moteurs. En juillet 1969, Comotor achète un terrain. Pas un terrain ordinaire. 850 000 mètres carrés, à Altvorweiler, en Sarre, sur le sol allemand, à une demi-heure à peine à l'est du Luxembourg. C'est là, dans cette région frontalière marquée par le charbon et l'acier, que doit s'élever la cathédrale du moteur rotatif. Non pas un atelier, une usine à l'échelle d'un rêve. Et le rêve était chiffré. L'objectif affiché, au départ, était de produire 1000 moteurs par jour,
1000. Chaque jour. Il faut se représenter ce que cela veut dire. Une chaîne capable d'alimenter non seulement les Citroën et les NSU, mais tout un continent converti au rotatif. Les dirigeants ne construisaient pas une usine pour la voiture qu'ils allaient lancer. Ils construisaient une usine pour le monde tel qu'ils étaient certains qu'il allait devenir. L'homme qui portait cette ambition à sa tête s'appelait Jean Heinrich, directeur de Comotor. Et il y croyait avec une ferveur qui, relue aujourd'hui, serre le cœur. En septembre 1972, alors que rien ou presque ne sortait encore des chaînes, il défendait encore devant l'hebdomadaire allemand Der Spiegel l'objectif de 500 moteurs par jour. 500. C'était l'assurance tranquille d'un homme convaincu de chevaucher l'histoire. L'usine, elle, monta vite. Sortie de terre en janvier 1972, elle livra ses premières pièces en décembre de la même année et fut inaugurée en grande pompe le 14 juin 1973. Ce jour-là, sur le sol sarrois, on célébrait le fer de lance d'une révolution industrielle franco-allemande. Deux nations qui s'étaient déchirées 3 fois en un siècle, désormais unies autour d'une turbine. Il y avait, dans ce moment, quelque chose de sincèrement beau. Une confiance dans le progrès et dans la réconciliation qui appartenait pleinement à son époque. Mais l'écart entre le rêve et la réalité était déjà vertigineux et il faut le mesurer avec précision parce qu'il raconte tout. L'objectif de 1000 moteurs par jour fut d'abord ramené à 100. Puis, au démarrage effectif, la production réelle ne fut que de 25 moteurs par jour. 25 quand on avait bâti pour 1000. Une usine dimensionnée pour un empire, tournant au rythme d'un atelier. Chaque mètre carré de béton, chaque chaîne installée, chaque ingénieur embauché avait été calculé sur une demande qui n'existait pas encore, et qui, dans le monde qui approchait, n'existerait jamais. Il faut s'arrêter un instant sur ce que ce chiffre signifie financièrement. Une usine se rentabilise par le volume. Un site conçu pour 1000 moteurs par jour, à des coûts fixes, l'emprunt, l'entretien, les salaires, l'amortissement, calibré pour ce volume. Le faire tourner à 25, c'est diviser la recette par 40 tout en gardant la facture presque entière. Chaque moteur qui sortait d'Alforweiler coûtait donc bien plus cher qu'il ne pouvait jamais rapporter. L'usine des 1000 moteurs n'était pas seulement surdimensionnée, elle était dès le premier jour de sa mise en route une hémorragie. Et pourtant, en cet été 1973, on n'en était pas encore à compter les pertes. On coupait des rubans, on serrait des mains, on promettait un avenir. Le partenariat semblait solide, l'usine était debout, la première voiture de série à moteur rotatif estampillée du chevron s'apprêtait à être dévoilée au monde. Après des années de patience, de brevets partagés, de cobayes silencieux et de béton coulé, Citroën touchait au but. Le rêve français du moteur qui tourne, endormi depuis les années 30, allait enfin rouler sur les routes. Personne, sur cette estrade sarroise, ne regardait vers l'est, vers Wolfsburg, où un géant venait de faire ses comptes et de prendre, en silence, une décision qui allait laisser Citroën seul face à son usine, seul face à sa facture, seul face à un moteur assoiffé, quelques semaines à peine avant que le prix de l'essence ne quadruple et ne change le monde pour toujours. Mais cela, c'est déjà l'histoire de la chute. Et la chute mérite qu'on la raconte lentement. Chapitre 6. La trahison de Wolfsburg. Il faut maintenant revenir en arrière de quelques années, car pendant qu'à Alforweiler on coulait le béton et qu'à Rennes roulaient les cobayes, une chose s'était produite à l'autre bout de la co-entreprise. Une chose que Citroën avait vue venir, sans doute, mais dont la maison n'avait pas voulu mesurer toute la portée. Le partenaire allemand allait mal. Très mal. NSU, cette firme audacieuse qui avait donné au monde la première voiture rotative, se saignait sur le succès même de sa Aero 80. La berline splendide, élue voiture de l'année, avait un défaut ruineux. Ses moteurs cassaient. Les segments d'étanchéité du rotor s'usaient prématurément, parfois avant 60 000 km, et NSU, pour tenir son honneur, remplaçait les moteurs sous garantie. La firme fabriquait plus de moteurs que de voitures. Chaque Aero 80 vendu devenait une promesse de dépenses futures.
Une entreprise de taille moyenne ne survit pas longtemps à une arithmétique pareille. En juin 1969, l'inévitable arriva. Volkswagen, le géant de Wolfsburg, racheta NSU Exang et la fondit dans Auto Union, l'ensemble qui allait devenir Audi. Et Volkswagen, en examinant les livres de sa nouvelle acquisition, posa une question froide et raisonnable, la question qu'aucun rêveur du rotatif n'avait voulu poser. Ce moteur vaut-il vraiment ce qu'il coûte? La réponse de Wolfsburg fut non. Volkswagen ne croyait pas au rotatif. Le géant allemand avait ses propres projets, ses propres moteurs classiques, et il n'entendait pas financer un pari technologique sur lequel son nouveau partenaire venait précisément de se briser. Discrètement, sans fracas, Volkswagen se retira du contrat Comotor. Le désengagement devint effectif au tournant des années 1972. Comprenez ce que cela signifie. Comotor avait été bâti à parts égales. 2 partenaires, 2 volontés, 2 bourses. L'usine géante de la Sarre, dimensionnée pour 1000 moteurs par jour, avait été conçue pour 2 constructeurs qui allaient l'alimenter et se partager la facture. Or, l'un des 2 venait de quitter la table. Il ne restait qu'une chaise occupée. Une seule. Citroën se retrouvait seul. Seul à financer une usine surdimensionnée. Seul à porter le développement d'un moteur que le marché n'attendait pas encore. Seul, surtout, à croire à un avenir dont l'inventeur même de la technologie s'était fait racheter, faute de pouvoir tenir ses garanties. Le partenaire qui apportait l'expérience du rotatif avait disparu, absorbé, réduit au silence. Et il ne laissait derrière lui qu'un avertissement que personne, quai de Javel, ne voulut entendre. Ce moteur casse, et il casse assez pour couler celui qui le fabrique. Voilà le vrai point de bascule de toute cette histoire. Pas le choc pétrolier, qui viendrait plus tard, et que l'on accuse commodément de tout. Non. Le point de bascule, c'est ce départ silencieux d'un partenaire qui avait vu, de l'intérieur, ce que le rotatif faisait au compte d'un constructeur. Volkswagen avait fait ses calculs et fui. Citroën, lui, avait déjà trop investi pour reculer. La maison de l'audace était prisonnière de sa propre audace. Et elle avança. Bien sûr qu'elle avança, car au même moment, une autre voiture, elle, connaissait un triomphe éclatant. Une voiture qui allait donner à Citroën l'illusion de sa toute-puissance et le courage d'aller au bout du pari rotatif. Chapitre 7. Une berline nommée GS. Pour comprendre l'aveuglement de Citroën au début des années 70, il faut comprendre que la maison, en apparence, n'avait jamais été aussi forte. Depuis des années, un vide béait au cœur de sa gamme. Il y avait, tout en bas, la 2 chevaux et l'Ami, les voitures du peuple, rustiques et géniales. Il y avait tout en haut, la DS, la reine, la déesse, l'automobile des ministres et des vedettes. Mais entre les deux, rien. Un gouffre. La classe moyenne française, celle qui montait, celle des 30 glorieuses triomphantes, celle qui voulait plus qu'une 2 chevaux sans pouvoir s'offrir une DS, n'avait pas sa Citroën. Elle allait la chercher ailleurs, chez Peugeot, chez Renault. Chaque famille perdue était une blessure. L'homme qui allait combler ce vide s'appelait Robert Opron. Styliste, héritier de la tradition des grandes carrosseries maison, il dessina une berline d'une modernité tranquille, aux lignes fuyantes, taillée pour glisser dans l'air. Le 24 août 1970, Citroën lança la GS, une berline compacte, à 4 cylindres à plat refroidis par air, 1 litre de cylindrée, 55 chevaux et, signe de l'ADN maison, la suspension hydropneumatique de la DS, miniaturisée, offerte à la classe moyenne. Une petite voiture qui roulait comme une grande. Le succès fut immédiat et immense. Dès 1971, la GS fut élue voiture de l'année, arrachant à la RAW 80 rotative le titre que celle-ci avait décroché 3 ans plus tôt. Le public l'adopta. Elle se vendit par centaines de milliers, puis par millions. Jusqu'à son arrêt, au milieu des années 80, on en produirait près de 2,5 millions d'exemplaires.
La GS n'était pas seulement un bon produit, c'était l'un des plus grands succès de l'histoire de la marque. Il faut se figurer l'état d'esprit qui régnait alors quai de Javel et dans les usines qui montaient ces voitures. Imaginez que vous êtes ouvrier chez Citroën en cette année 1971. Vous avez peut-être connu la DS, cette fierté nationale. Vous voyez maintenant la GS sortir des chaînes par flot, saluée par toute la presse, adoptée par toute la France. Vous travaillez pour la maison qui, depuis 40 ans, invente l'automobile avant les autres. La traction, la DS, la GS, la SM somptueuse, le rachat de Maserati, la grande usine neuve d'Aulnay qui s'annonce. Tout monte, tout grandit. Vous appartenez à quelque chose qui semble ne pouvoir que réussir. C'est là, exactement là, dans cette euphorie, que se joue le drame. Car le triomphe de la GS classique donna à Citroën la conviction dangereuse qu'elle pouvait tout réussir. Que sa signature suffisait. Que le public, qui avait dit oui à une petite berline hydropneumatique, dirait aussi oui à la même carrosserie animée par le moteur du futur. La GS était la preuve vivante que Citroën avait raison d'oser. Elle était aussi, sans que personne le voie, le piège dans lequel la maison allait précipiter son pari le plus fou. Car le raisonnement, au fond, était simple et séduisant. Nous avons une carrosserie magnifique qui se vend à merveille. Nous avons une usine géante en Sarre qui attend de tourner. Nous avons un moteur révolutionnaire qui cherche une voiture. Marions les trois. Prenons la GS adorée du public, glissons sous son capot le birotor commotor et offrons à la France la première berline rotative à chevrons. Le succès de la mère garantira le triomphe de la fille. C'était logique, c'était même brillant. Et c'était une erreur totale. Parce que le raisonnement oubliait une seule chose. La fille n'avait pas hérité des qualités de la mère. Elle avait hérité des défauts du moteur allemand. Mais en cet automne où tout réussissait, qui aurait voulu écouter une pareille objection ? La maison préparait sa grande révélation. Elle allait montrer au monde ce dont elle rêvait depuis les années 30. Chapitre 8. Une berline pour le rêve rotatif. La voiture portait un nom de code interne, type GZ. Le monde la connaîtrait sous celui de GS birotor. Et le cœur qui battait, ou plutôt qui tournait sous son capot, était le Commotor 624, la version aboutie du moteur pour laquelle on avait bâti une usine, sacrifié un partenariat et englouti des sommes que personne n'osait plus additionner. Techniquement, c'était une merveille. 2 rotors triangulaires, 2 chambres de 497,5 cm3 chacune, soit une cylindrée équivalente d'environ 1990 cm3, développant 107 chevaux à 6500 tours par minute. La transmission était confiée à une boîte semi-automatique baptisée Cematic, à 3 rapports et convertisseur de couple, car un moteur aussi doux, aussi tournant, appelait naturellement une conduite sans à-coups. La voiture filait à 175 km/h et abattait le 0 à 100 en une quinzaine de secondes. Mais les chiffres ne disent pas l'essentiel. L'essentiel, c'était la sensation. Ceux qui ont conduit une GS birotor en ce temps-là en parlaient comme d'une révélation. Le silence d'abord. Ce moteur ne grondait pas, ne martelait pas. Il murmurait. Il tournait avec la souplesse veloutée d'un 6 cylindres dans une voiture qui n'en méritait pas tant. La tenue de route, ensuite, digne d'une véritable sportive, grâce à un châssis largement retravaillé. Citroën n'avait pas fait les choses à moitié. La maison ne savait pas faire les choses à moitié. La birotor recevait des freins à disque aux 4 roues, ventilés à l'avant. Des ailes élargies pour accueillir des roues plus larges à 5 goujons. Un intérieur cossu, luxueux, souvent une carrosserie bicolore en brun ou en beige métallisé. C'était une petite berline habillée en grande routière. Une aristocrate déguisée en voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Elle fut dévoilée au Salon de Francfort en septembre 1973, puis présentée au Salon de Paris. La commercialisation suivrait au printemps 1974. Sur les stands, sous les projecteurs, la GS birotor incarnait tout ce que Citroën voulait être. L'avant-garde faite automobile, la promesse tenue, le rêve des années 30 enfin roulant.
On la caressait du regard, on vantait le moteur sans piston, on imaginait la route qui s'ouvrait. Et puis, il y avait le prix. Voici l'argument fatal, celui qui condamnait la voiture avant même que le monde ne change. La GS Birotor était vendue autour de 24 950 francs, presque 25 000 francs. Il faut mesurer ce que représente ce chiffre. Une GS classique, la mère triomphante, valait environ 15 400 francs. La Birotor coûtait donc près de 10 000 francs de plus, les 2/3 du prix d'une GS entière, ajouté pour un moteur. Pire, ces 25 000 francs frôlaient le tarif d'une DS23 Palace, la grande berline de prestige, la reine de la gamme, qui se négociait autour de 27 000 francs. Réfléchissez à ce que l'on demandait aux clients. Pour à peine moins que le prix de la DS, la vraie, la grande, la voiture des ambassades, on lui proposait une GS. Une compacte de classe moyenne, certes magnifiquement motorisée, mais une compacte. En Allemagne, le calcul était tout aussi cruel. 14 500 Deutschmark, le tarif d'une DS20 automatique ou d'une Mercedes 200. Qui, saint d'esprit, paierait le prix d'une DS ou d'une Mercedes pour une berline compacte au moteur inquiétant? La question portait déjà en elle sa réponse. Citroën avait construit une voiture d'exception et l'avait affublée d'un prix d'exception, sans se demander si le marché existait pour un tel objet. Il n'existait pas, ou à peine. Au total, à peine plus de 800 exemplaires, 847 selon le décompte le plus souvent retenu, sortiraient des chaînes entre mars 1974 et mars 1975. 800 voitures, pour une usine bâtie afin d'en motoriser des centaines de milliers. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes à l'automne 1973, sous les lustres du salon, et pour quelques semaines encore, tout est possible. Chapitre 9. L'apogée, ou le dernier automne de l'insouciance. Il y a, dans toute grande chute industrielle, un instant précis où la maison touche le sommet sans savoir que c'est le sommet. Pour Citroën et son rêve rotatif, cet instant a une date et un lieu. Septembre 1973. Le salon de l'automobile de Francfort. Représentez-vous la scène. Sur le sol allemand, le sol même où, à quelques dizaines de kilomètres, l'usine Comotor venait d'être inaugurée 3 mois plus tôt, la marque française présente au monde sa berline rotative. C'est un aboutissement. Des années de brevets partagés avec NSU. Des années de cobayes silencieux au volant de leur M35. Des années de béton coulé à Altforweiler. Tout cela converge vers ces quelques mètres carrés de stand, vers cette voiture brune qui tourne lentement sur son plateau, vers ce moteur qui murmure au lieu de gronder. La direction de Citroën y croyait. Il faut le dire, et le dire sans ironie facile, car ces hommes n'étaient ni sots ni cyniques. Ils étaient les héritiers d'une maison qui avait toujours eu raison contre son époque. L'attraction avait dérouté, puis triomphé. La déesse avait stupéfié, puis régné. Pourquoi la Birotor ferait-elle exception? Le moteur de l'avenir avait trouvé sa voiture. Il ne restait qu'à attendre que le monde le comprenne. La confiance, sur ce stand de Francfort, n'était pas de l'arrogance, c'était de la foi. La foi d'une maison dans son propre génie. La presse, elle aussi, se laissa séduire, du moins en partie. Lorsque l'Autojournal réalisa son banc d'essai, en 1974, les journalistes saluèrent une tenue de route digne d'une véritable voiture de sport. Un silence et une souplesse dignes d'un 6 cylindres. On admirait l'objet. On reconnaissait l'audace. Citroën, une fois de plus, avait fabriqué quelque chose que personne d'autre n'osait fabriquer. Mais dans le même banc d'essai, entre deux éloges, la vérité pointait déjà, discrète, mesurée, implacable. Les essayeurs notaient la lenteur due au convertisseur de couple qui émoussait les 107 chevaux. Et surtout, ils notaient la consommation. 17% de plus qu'une DS23 à injection, à vitesse constante. 17% de plus qu'une grande berline de 2,3 litres pour une compacte. Le défaut cardinal du rotatif était là, inscrit noir sur blanc dans les colonnes d'une revue spécialisée, avant même que la voiture ne soit vraiment en vente. Ce moteur buvait. Il buvait beaucoup. Il buvait plus qu'une voiture bien plus grosse. À l'automne 1973, personne ne s'en alarmait vraiment. L'essence coûtait quelques centimes le litre. On la brûlait sans compter, comme on l'avait fait pendant les 25 glorieuses années qui venaient de s'écouler. Une voiture qui consommait un peu plus qu'une autre? Détail. Coquetterie de riche. Le prix de la modernité. Dans le Monde de septembre 1973,
La gloutonnerie d'un moteur était une note de bas de page, pas une condamnation. C'est cela, précisément, qu'il faut ressentir pour comprendre la suite. Ce monde-là, celui de l'essence bon marché, de la croissance qu'on croyait éternelle, de la foi tranquille dans le progrès mécanique, ce monde-là vivait ses tout derniers jours. Et personne, sous les lustres du salon de Francfort, ne le savait. Les ingénieurs de Citroën contemplaient leur berline rotative comme on contemple l'aube du nerf. Ils ne voyaient pas que c'était un crépuscule. Car pendant que Francfort applaudissait, à des milliers de kilomètres de là, dans une ville du Golfe Persique, des hommes autour d'une table s'apprêtaient à prendre une décision. Une décision qui n'avait rien à voir avec Citroën, rien à voir avec le moteur rotatif, rien à voir avec la France. Une décision qui allait pourtant, en l'espace de quelques semaines, transformer la GS Birotor de merveille d'avant-garde en absurdité condamnée. Le monde dans lequel cette voiture avait un sens était sur le point de disparaître. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, sur ce stand illuminé de Francfort, entourés de leurs belles voitures brunes et de leur foi intacte, les hommes de Citroën ne pouvaient pas voir le monde qui, déjà, se refaisait autour d'eux. Chapitre 10. Octobre 73. Le monde change de carburant. Les 16 et 17 octobre 1973, à Koweït City, et non à Riyad, comme le répètent tant de récits français, les pays arabes membres de l'OPEP prirent une décision qui allait redessiner le siècle. Dans le sillage de la guerre du Kippour, ils décidèrent d'augmenter unilatéralement le prix du baril de 70% et de brandir l'arme du pétrole contre les soutiens d'Israël. Ce n'était pas une manœuvre commerciale ordinaire, c'était un basculement géopolitique. Les chiffres racontent la brutalité de ce qui suivit. Entre octobre 1973 et mars 1974, le prix du baril quadrupla, de 2,59 $ à 11,65 $. En quelques mois, l'essence, cette chose bon marché qu'on brûlait sans y penser, devint rare, chère, précieuse. En France, on vit revenir des restrictions de circulation, des limitations de vitesse, l'angoisse de la pompe. Les 30 glorieuses, ces 30 années de croissance insouciante, venaient de rencontrer leur mur. Le monde de l'essence bon marché était mort en un automne. Et maintenant, mesurez l'ironie. Mesurez-la pleinement, car elle est au cœur de toute cette histoire. Quelques semaines exactement avant ce basculement, Citroën avait présenté à Francfort une berline dont le défaut principal, le seul vrai défaut technique irrémédiable, était de consommer trop. Une voiture qui buvait 12 à 14 litres aux 100 km dans le meilleur des cas, et jusqu'à 20-25 litres en ville. Une voiture conçue, pensée, chiffrée pour un monde où l'essence ne comptait pas. Ce monde venait de disparaître sous ses roues. Le public français découvrit la GS Birotor au Salon de Paris au moment précis où le choc frappait le pays. Les visiteurs qui s'arrêtaient devant la belle berline brune faisaient désormais un calcul qu'ils n'auraient jamais fait un an plus tôt. Combien boit-elle ? Combien coûtera le plein ? Et la réponse, chuchotée, tuait le désir sur place. On ne lançait pas une voiture assoiffée dans un monde qui venait d'apprendre la valeur de chaque litre. On l'enterrait. Il faut être juste pourtant et ne pas tout mettre sur le dos du choc pétrolier. C'est trop commode. Le choc pétrolier n'a pas créé le défaut du moteur rotatif. Il l'a seulement rendu impardonnable. La surconsommation était inscrite dans le principe même du Wankel, connu des ingénieurs, mesuré par l'autojournal avant même la crise. Volkswagen l'avait comprise et avait fui 2 ans plus tôt. La GS Birotor était déjà une voiture fragile, chère et gourmande dans le monde de l'essence à bas prix. Le pétrole n'a fait qu'ôter le dernier voile. Il a transformé une erreur commerciale coûteuse en catastrophe visible de tous. Le sort de la voiture était scellé avant même qu'elle ne soit vraiment en vente. Restaient à venir les défauts techniques qui achèveraient sa réputation, et la débâcle financière qui emporterait avec elle l'indépendance de toute la maison. Chapitre 11. Le moteur qui buvait, le moteur qui se brisait. Un moteur peut consommer trop et survivre, si le reste tient. Le drame de la GS Birotor, c'est que le reste ne tenait pas non plus. Sous le murmure velouté du Birotor se cachaient des faiblesses qui, une à une, détruisaient la confiance des rares clients qui avaient osé. Commençons par le cœur du mal,
les segments. Dans un moteur rotatif, ce ne sont pas des pistons qui montent et descendent, mais un rotor triangulaire qui tourne dans une chambre en forme de 8. Aux 3 pointes de ce rotor, des segments d'arête, les apex, doivent assurer l'étanchéité, glissant en permanence contre la paroi de la chambre. Et sur les flancs, d'autres segments font le même travail. C'est là que tout se joue, et c'est là que tout se brisait. Les premiers segments de flanc, en fonte, cassaient. Les ingénieurs trouvèrent une parade. Des doubles rails en acier qui quadruplaient la durée de vie du moteur, jusqu'à 140 000 km, un progrès réel. Mais la solution d'un problème réveillait un autre. Le martèlement incessant des segments d'arête finissait par fatiguer le revêtement L-Nicil qui tapissait les parois de la chambre. Ce revêtement se décrochait. Et quand il se décrochait, il ne prévenait pas. Le moteur se bloquait, brutalement, définitivement. Une automobile qui, sans un bruit d'alarme, pouvait un jour simplement s'arrêter de vivre. À cela s'ajoutaient des maux mineurs qui, accumulés, achevaient le tableau. Le rotatif consommait de l'huile par conception même. Il fallait sans cesse surveiller le niveau. Il n'offrait presque aucun frein moteur, déroutant le conducteur habitué au moteur classique. Et l'engagement de la première provoquait un à-coup désagréable. Rien de tout cela n'était rédhibitoire pris isolément. Ensemble, cela dessinait une voiture exigeante, capricieuse, qui pardonnait mal l'inattention. Or, c'est ici qu'intervient l'un des détails les plus révélateurs de toute l'affaire. Un détail que la légende a déformé en permis spécial. Il n'eut jamais de permis officiel pour conduire une GS birotor. Mais il eut quelque chose qui y ressemblait. Un rituel. Le concessionnaire, avant de livrer la voiture, devait s'assurer que l'acheteur comprenait les contraintes de sa monture. Laisser chauffer le moteur avant de le solliciter, ne jamais le brusquer à froid, surveiller l'huile comme le lait sur le feu. Car un seul oubli, une seule négligence pouvait détruire un moteur que presque personne, en France, ne savait réparer. Retenez bien cette dernière phrase, car elle contient le poison. Presque personne ne savait réparer ce moteur. Les garages Citroën étaient formés aux 4 cylindres à plat, au moteur de DS, à la mécanique classique. Le rotatif était une créature étrangère, sans piston, sans arbre à cam conventionnel, exigeant un outillage et un savoir spécifiques que seule une poignée d'ateliers possédait. Le client d'une GS birotor tombé en panne à Limoges ou à Clermont ne trouvait, bien souvent, personne pour le dépanner. Il attendait des pièces qui venaient de loin. Il découvrait qu'il avait acheté, au prix d'une DS, une voiture d'exception qui était aussi une voiture orpheline. Imaginez maintenant l'expérience concrète de cet acheteur en 1974. Il a payé près de 25 000 francs, une somme considérable. Il a fait le pari de l'avenir, séduit par le silence, par la douceur, par le prestige d'être à l'avant-garde. Et il découvre, mois après mois, que sa voiture boit 2 fois plus qu'il ne l'espérait au moment où l'essence flambe, qu'elle exige des soins d'horloger, qu'un garage sur 20 sait la toucher, et qu'à la moindre défaillance du revêtement, le cœur de la machine peut se figer sans retour. Il n'avait pas acheté une automobile. Il avait adopté une malade rare, dans un pays sans médecin. La rumeur fit le reste. Dans un marché où la réputation se propage de bouche à oreille, celle de la birotor s'effondra vite. Les 800 et quelques clients devinrent des ambassadeurs involontaires du désastre. Et Citroën, qui avait rêvé de convertir la France au moteur qui tourne, se retrouva avec une poignée de voitures invendables, une usine géante à l'arrêt et une réputation à réparer. Mais tout cela, les segments, l'huile, le prix, la consommation, n'étaient que la partie visible. Car pendant que la GS birotor sombrait, la maison Citroën tout entière était en train de couler. Et le moteur rotatif n'était qu'un des trous dans la coque. Chapitre 12. Les caisses vides ou l'addition de tous les rêves. Il serait faux, profondément faux, de croire que la GS birotor a ruiné Citroën à elle seule. 847 voitures ne coulent pas une entreprise de cette taille. Non, la birotor n'a pas été la cause du naufrage. Elle en a été le symbole le plus éclatant. La pointe visible d'une addition que Pierre Bercot avait commencé à rédiger 10 ans plus tôt et que ses successeurs découvraient, atterrés. Reprenons l'addition. Elle est vertigineuse. Il y avait Maserati, racheté en 1968, une firme de prestige
dont l'entretien coûtait cher et rapportait peu. Il y avait la SM, cette somptueuse coupée de grand tourisme née de l'union entre Citroën et Maserati. Une voiture magnifique, adorée des connaisseurs, mais dont le marché américain, essentiel, s'était effondré à cause de nouvelles normes d'homologation que la SM ne pouvait satisfaire. Il y avait les coûts colossaux de développement d'une gamme entièrement renouvelée. La GS, la future CX qui se préparait, les études d'autres modèles encore. Il y avait la nouvelle usine géante d'Aulnay-sous-Bois, sortie de terre au prix de sommes énormes. Et il y avait, par-dessus tout cela, le gouffre Comotor. L'usine de la Sarre, dimensionnée pour 1000 moteurs par jour, financée désormais par Citroën seul depuis la fuite de Volkswagen, tournant à 25 moteurs par jour, engloutissant de l'argent à chaque tour de roue. Aucune source fiable n'a jamais isolé le montant exact englouti dans le seul projet rotatif. On le décrit avec des mots plutôt qu'avec des nombres. Colossal, des sommes vastes. Cette imprécision même est un aveu. L'investissement était si diffus, si étalé dans le temps, si mêlé au reste, qu'il en devient impossible à chiffrer. Ce qui est certain, c'est le résultat. Le résultat, le voici, et il faut le dire lentement. À la mi-1974, Citroën annonce des pertes de 500 millions de francs. Sur les parcs, plus de 120 000 véhicules attendent des acheteurs qui ne viennent pas, car le choc pétrolier a glacé tout le marché automobile. Et pour l'exercice complet de 1974, la maison devra avouer un déficit d'1 milliard de francs. 1 milliard de francs. Il faut manier ce chiffre avec précaution, car il apparaît ailleurs dans cette histoire, et la confusion serait facile. Le déficit de Citroën pour 1974 fut d'environ 1 milliard de francs. Le prêt de sauvetage que l'État accordera bientôt sera, lui aussi, d'1 milliard de francs. Deux choses distinctes, portant le même nombre rond. Ne les confondez pas. L'une est l'ampleur du trou, l'autre, la corde qu'on jettera pour en sortir. Face à ce gouffre, un homme, un seul, avait le pouvoir de décider du sort de Citroën. Cet homme n'était ni un ministre, ni un banquier. C'était le propriétaire. C'était Clermont-Ferrand. C'était François Michelin. Et François Michelin, il faut le comprendre, n'était pas un homme de l'automobile. Il était l'homme du pneu. Son obsession, son génie, son arme absolue à l'échelle mondiale, c'était le pneu radial, cette invention qui était en train de conquérir la planète et de faire de Michelin un géant. À côté de cette conquête, Citroën était devenue une filiale coûteuse, capricieuse, éloignée de son cœur de métier, qui dévorait des capitaux dont Michelin avait besoin ailleurs. Un rêve de constructeur qui saignait le fabricant de pneus. Michelin avait d'ailleurs 170 de se défaire au moins partiellement du fardeau. Il avait cherché à rapprocher Citroën de l'italien Fiat à travers une holding commune nommée Part-de-Vie, où Michelin détenait 51% et Fiat 49%. Une manière de partager la charge, de diluer le risque. Mais l'État français, jaloux de son industrie nationale, avait mis son veto à ce mariage transalpin. Fiat, découragé, s'était retiré en 1973. Et Michelin s'était retrouvé, de nouveau, seul propriétaire d'une maison qui coulait. Cette fois, sa décision fut nette. Il refusa de recapitaliser. Il refusa de remettre au pot pour combler un trou d'1 milliard de francs dans une entreprise qui n'était pas son métier. Ce refus n'était pas de la cruauté, c'était de la lucidité industrielle. Mais il signait, dans les faits, la fin de l'indépendance de Citroën. Car une entreprise qui perd 1 milliard et dont l'actionnaire refuse de payer n'a plus qu'une issue. Trouver quelqu'un d'autre. Ou disparaître. Et à Paris, dans les ministères, on ne pouvait pas laisser disparaître Citroën. Chapitre 13. Le mariage forcé et la chasse aux voitures. La perspective était insupportable pour l'État. Citroën, ce n'était pas seulement une marque, c'était des dizaines de milliers d'emplois, un fleuron national, un morceau de la fierté française. Laisser sombrer le quai de Javel, c'était accepter des licenciements massifs et l'humiliation de voir mourir l'inventeur de la DS. Le gouvernement décida donc d'organiser un sauvetage. Et ce sauvetage prendrait la forme d'un mariage. En juin 1974, François Michelin rencontra François Gauthier, et retenez ce nom, car les récits secondaires l'écorchent souvent en Gauthier. Gauthier présidait le directoire de Peugeot,
Et il avait une particularité. Il était le premier patron de la maison à ne pas appartenir à la famille Peugeot. Un dirigeant professionnel à la tête d'une entreprise saine, prudente, prospère, l'exact contraire de la Citroën flamboyante et ruinée qu'on lui proposait d'épouser. L'annonce fut faite publiquement le 24 juin 1974 au journal télévisé de 20 heures. Le dossier était supervisé par le ministre de l'Industrie et de la Recherche, Michel Dornano, nommé quelques semaines plus tôt dans le gouvernement de Jacques Chirac, sous la présidence toute neuve de Valéry Giscard d'Estaing. L'État ne se contenta pas d'observer, il paya. À travers le Fonds de développement économique et social, il accorda un prêt d'1 milliard de francs, étalé sur 15 ans, au taux de 9,75%. La corde était jetée. Restait à consommer le mariage. Il se fit par étapes. En décembre 1974, Peugeot prit 38,2% du capital de Citroën. Puis, le 9 avril 1976, Peugeot porta sa part à près de 90%, absorbant définitivement l'ancien rival. Ainsi naquit le groupe PSA, Peugeot Société Anonyme. Jean-Paul Parer succéda bientôt à Gautier à la tête du directoire. Et Peugeot, en faisant le ménage dans les folies de l'ère Berco, revendit Maserati à l'italien De Tomaso dès mai 1975 et céda le constructeur de camions Berliet à Renault. Un à un, les rêves de Berco étaient soldés. Restait la question du moteur rotatif. Que faire de Comotor, de son usine sarroise à l'arrêt, et surtout de ses 800 et quelques GS birotor éparpillés sur les routes de France? La production de la voiture cessa en mars 1975. Comotor annonça l'arrêt de la fabrication du moteur en avril 1975. Le rêve était mort. Mais un mort, dans l'industrie automobile, ne se contente pas de mourir. Il laisse des obligations. Et c'est ici que commence l'épisode le plus glaçant de toute cette histoire. La loi française était claire. Un constructeur qui arrête de commercialiser un modèle demeure tenu de fournir les pièces détachées pendant un certain nombre d'années. C'est une protection élémentaire du consommateur. On ne vend pas une voiture pour l'abandonner ensuite sans réparation possible. Or Peugeot, désormais maître de Citroën, fit un calcul froid. Maintenir un stock de pièces détachées pour un moteur rotatif d'une complexité folle, un moteur que presque aucun garage ne savait réparer, un moteur produit dans une usine qu'on s'apprêtait à fermer, et tout cela pour 800 voitures capricieuses, la charge était jugée insupportable au regard du bénéfice. Alors PSA prit une décision qui, dans l'histoire de l'automobile française, n'a pas d'équivalent. Il décida de faire disparaître le modèle. Le 5 septembre 1977, la SA Automobile Citroën retira officiellement les GS birotor de la circulation. Un retrait d'homologation, une radiation administrative du type même. Sur le papier, la voiture cessait d'exister. Puis Citroën proposa aux propriétaires de reprendre leur birotor à des conditions privilégiées, contre l'achat d'une CX neuve. Un marché tentant pour des gens lassés des pannes, de la consommation, de l'impossibilité de trouver un garage. La plupart acceptèrent. Ils rendirent leur voiture, ils crurent s'en débarrasser d'un fardeau. Ils ne savaient pas ce qui l'attendait. Ce qui l'attendait, c'était l'usine de Vélizy. Les voitures rapatriées y voyaient d'abord retirer leur plaque constructeur, celle du compartiment moteur notamment, comme on efface une identité. Puis leur moteur était entièrement démonté. Et enfin, voici l'image qu'il faut garder, des poinçonneuses hydrauliques venaient percer les blocs Wankel méthodiquement, un par un, pour les rendre définitivement inutilisables. Le moteur du futur, le rêve des années 30, la turbine qui devait convertir le monde, finissait sous une presse, transpercée, réduit à l'état de ferraille, certifiée morte. Une ordonnance gouvernementale spéciale exemptait même Citroën de conserver le moindre stock de pièces. Tout était prévu, tout était légal, tout était effacé. Il faut s'arrêter sur ce geste,
parce qu'il dit quelque chose de terrible et de très humain à la fois. Citroën ne détruisait pas ses voitures par méchanceté. La maison les détruisait pour ne plus avoir à en répondre, pour effacer une obligation légale devenue un boulet. C'était une décision de gestionnaire, rationnelle, défendable ligne à ligne dans un tableau comptable. Et c'était en même temps l'anéantissement organisé par un constructeur de son propre travail. L'aveu qu'il valait mieux tuer le rêve que l'entretenir. La maison qui avait racheté et broyé ses cobayes M35 6 ans plus tôt répétait le geste, à plus grande échelle, avec une froideur administrative parfaite. Combien échappèrent au massacre ? Un peu moins de 200 exemplaires, dit-on. Beaucoup furent offerts à des concessionnaires méritants, qui les réimmatriculèrent plus tard en collection, avec l'accord tacite de Citroën. Des survivantes par grâce, tolérées plutôt que sauvées. Sur ces 200 rescapés, combien roulent encore réellement aujourd'hui ? Les estimations divergent violemment. Les sources françaises les plus rigoureuses parlent d'une 50aine, peut-être une 60aine de voitures intactes ou en état de marche. Les musées anglo-saxons avancent des chiffres plus hauts, jusqu'à 250. La vérité se cache quelque part dans cette fourchette, et l'incertitude elle-même est le dernier témoignage de l'effacement. On a si bien détruit ces voitures qu'on ne sait même plus exactement combien il en reste. Chapitre 14. Ce qui reste. 50 fantômes et une Komotorstrasse. Le moteur rotatif est mort en Europe avec la GS Birotor et la Aero 80. Il faut le dire pour mesurer l'ampleur de l'échec. Ce n'est pas seulement une voiture qui a disparu, c'est toute une voie technologique qui s'est refermée. La NSU Aero 80, dernière de son nom, s'éteignit en avril 1977, après 37 398 exemplaires. Une firme qui, jusqu'au bout, avait fabriqué plus de moteurs que de voitures pour honorer ses garanties. Des deux pionniers du rotatif automobile, il ne restait rien. Seul le japonais Mazda, obstiné, persévéra, jusqu'à la victoire au Mans en 1989, jusqu'à la RX-8, jusqu'à un ultime retour du rotatif, bien plus tard, en simple prolongateur d'autonomie. Mais en Europe, l'aventure était close. Que reste-t-il aujourd'hui de ce rêve français ? Il reste l'usine, ou plutôt son fantôme. À Altforweiner, sur ce terrain de 850 000 m² qui devait produire 1000 moteurs par jour, il ne resta bientôt plus qu'une trentaine de personnes pour liquider ce qu'on avait bâti pour en accueillir 1000. La fin vint en 1977, avec la disparition programmée de NSU. Le site est aujourd'hui une zone industrielle ordinaire, un lieu comme il en existe des milliers, où plus rien ne rappelle la cathédrale du moteur rotatif. Plus rien, sauf un nom. Car une rue, là-bas, s'appelle encore la Komotorstrasse, la rue Komotor. Un panneau, une adresse, un vestige toponymique, le seul monument qu'ait laissé la co-entreprise franco-allemande la plus ambitieuse de son temps. Des gens y vivent, y garent leurs voitures, y reçoivent leurs courriers, sans savoir peut-être qu'ils habitent le tombeau d'un empire mécanique qui n'a jamais existé. Il reste quelques moteurs, sauvés par un homme d'ailleurs. Le néerlandais Henk van Veen, refusant de voir mourir tout le stock, récupéra une partie des moteurs Komotor invendus pour en équiper une moto d'exception, la Van Veen OCR 1000. Présentée à Cologne en novembre 1974, elle fut produite à 38 exemplaires seulement entre 1978 et 1981. Une poignée de deux roues qui porte aujourd'hui encore le cœur rotatif que Citroën a voulu effacer. Les orphelins du rêve, roulant sur d'autres routes que celles qu'on leur avait promises. Il reste aussi ce qui aurait pu être. Car Citroën, dans sa folie rotative, avait vu plus loin encore que l'automobile. La maison avait développé, avec Charles Marchetti, le concepteur de l'hélicoptère Alouette, un hélicoptère léger, le RE2, mu par un birotor de 190 chevaux. Un hélicoptère à moteur Wankel. Le projet fut abandonné en 1979. Il dort quelque part, comme les carrosseries vierges des M35, au conservatoire Citroën, relique d'un futur qui n'a pas eu lieu. Et puis bien sûr, il reste la GS elle-même. Pas la birotor, la mère. La GS classique, l'un des plus grands succès de la marque,
près de 2,5 millions d'exemplaires produits jusqu'au milieu des années 80. Elle rappelle que, dans cette histoire, tout n'était pas folie, que le talent était réel, que la maison qui avait rêvé le moteur impossible savait aussi, quand elle le voulait, fabriquer des voitures que la France entière adopterait. C'est peut-être cela, le plus poignant. Le désastre rotatif n'était pas l'œuvre d'incapables. Il était l'œuvre de gens brillants qui avaient tellement l'habitude d'avoir raison contre leur époque qu'ils n'ont pas vu venir la fois où l'époque aurait raison contre eux. Quant à l'indépendance de Citroën, elle ne revint jamais. La première voiture de l'ère nouvelle, la LN de 1976, ne fut qu'une Peugeot 104 rhabillée en Citroën. Robert Opron, le styliste de la GS, quitta la maison. Les puristes pleurèrent la fin d'une certaine idée de la marque, cette liberté d'ingénieur qui avait tout permis, le sublime comme le ruineux. D'autres firent remarquer, non sans raison, que sans Peugeot, Citroën aurait sans doute purement et simplement disparu. Les deux sont vrais. Peugeot a sauvé Citroën, Peugeot a aussi, en la sauvant, éteint quelque chose en elle. Il faut pour finir revenir à la voiture. À cette petite berline brune ou beige, 800 et quelques exemplaires jetés dans un monde qui n'en voulait pas, pourchassés, rachetés, démontés, poinçonnés. Longtemps, elle ne valut rien, moins de 10 000 € pour une survivante il y a seulement quelques années. Puis, à mesure que les rescapés se raréfiaient et que la légende de leur destruction se répandait, sa cote s'envola. Jusqu'à 25 000 € pour les plus beaux exemplaires. Un modèle de la prestigieuse collection Mullin fut adjugé pour 22 400 $ au printemps 2024. La voiture que Citroën avait tenté d'anéantir était devenue un trésor recherché, précisément parce qu'on avait tant fait pour qu'il n'en reste rien. Il y a là une justice étrange, presque douce. Aujourd'hui, si vous voulez voir rouler une GS birotor, il vous faudra chercher loin. Le seul exemplaire en état de marche des États-Unis se trouve au Lane Motor Museum de Nashville, aux côtés d'une Aero 80 et d'un M35 réunis, les trois orphelins du rotatif, sous un même toit, comme une famille recomposée par des collectionneurs. Une autre attend les visiteurs au musée de l'île de Man. Ailleurs, en France surtout, une cinquantaine de fantômes se cachent dans des garages, entretenus avec amour par des passionnés qui savent ce qu'ils tiennent. Non pas une voiture, mais le dernier souffle d'un rêve que son créateur avait choisi de tuer. Citroën avait joué son avenir sur un moteur révolutionnaire, présenté au pire moment possible. Elle avait perdu le pari, et avec lui son indépendance. Puis elle avait méthodiquement détruit ses propres voitures pour effacer la trace de son erreur. Il en reste une cinquantaine. Il reste une rue en Sarre qui porte le nom d'une entreprise morte. Il reste, au conservatoire, un hélicoptère qui n'a jamais volé. C'est peu pour un rêve qui devait changer le monde. Mais c'est peut-être ainsi qu'il faut se souvenir de ces hommes du quai de Javel. Non pour avoir échoué, mais pour avoir osé un échec à la mesure de leur audace. Ils ont voulu le moteur qui tourne quand le monde tournait à l'essence. Le monde a changé sous leurs roues. Et ils n'ont pas su, ou pas voulu, s'arrêter à temps. Le silence, aujourd'hui, sur le terrain d'Alfortweiler, a la forme exacte de tout ce qu'on y avait promis.